bonjour. Bonjour, merci beaucoup de votre présence, d'avoir accepté d'échanger votre horaire. Donc la qualité, pour l'instant, j'aimerais qu'on commence. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par qualité de soins dans un établissement? Pour vous, la qualité, c'est quoi? D'abord, merci pour l'invitation. Alors, il y a beaucoup de définitions de la qualité, toutes plus complexes et longues les unes que les autres. Donc je vais plutôt vous répondre en piochant quelques éléments qui font sens sur la qualité. Alors la qualité, c'est d'abord d'avoir le résultat clinique, le meilleur résultat clinique possible en fonction des données acquises de la science. Et vous savez qu'à la HAS, on est très attaché aux données acquises de la science. Donc le meilleur résultat, l'efficacité. La sécurité, évidemment, le meilleur résultat au moindre coût nosocomial ou iatrogénique, évidemment. Troisième élément, et en ce moment plus que jamais, l'efficience. Voilà, si on peut avoir le même résultat à un moindre coût, ce meilleur résultat-là, il faut retenir cette autre voie. Et il y a deux autres éléments de qualité. Alors, on pourrait en ajouter beaucoup. Il y a des modèles de définition de la qualité avec 17 éléments, je vais vous les épargner. La qualité, c'est que le soin il doit être centré sur le patient. Et donc, la satisfaction du patient, et je sais que c'est important pour vos établissements notamment, la satisfaction du patient, c'est une dimension de la qualité. Mais il y a une part de subjectivité dans le ressenti d'un patient. Alors, la qualité, ça ne se résume pas à ça. Quand on mesure la qualité, on mesure... Alors, vous connaissez la certification, vous connaissez les indicateurs de qualité et de sécurité des soins. On mesure quand même, avant tout, des choses très objectives. Je prends quelques exemples d'indicateurs pour être très, très parlant. Quand on mesure la traçabilité de l'évaluation et la prévention du risque d'escar en hospitalisation à domicile et qu'on dit que dans 85% des cas, c'est bien fait, c'est un bon résultat objectivement. Oui. Quand on a vu récemment que sur la prévention des pneumopathies d'infection post-AVC, on avait une traçabilité d'évaluation du risque que dans 29% des cas, c'est objectivement un résultat très perfectible. Bon. Quand on certifie, qu'on vérifie le circuit des médicaments à risque et qu'on a un médicament à risque qui n'est pas identifié, qui n'est pas séparé, qui est dans le même frigo que les autres, bon, c'est objectivement une mauvaise pratique. Bon. Donc il y a beaucoup de choses objectives. Et après, en effet, vous avez raison, il y a des choses subjectives comme la satisfaction du patient. Alors on a des méthodes, ISATIS, que Lamine Garbi connaît bien, que vous adorez, qu'on adore aussi, et auxquelles on réfléchit de manière continue, parce que vos remarques ne tombent pas dans l'oreille de sourd. Voilà, on y travaille. La satisfaction, c'est à la fois très subjectif, en même temps c'est essentiel. Un soin de qualité sans satisfaction du patient, c'est pas un soin de qualité. Donc il faut qu'on essaie de la mesurer de la manière la plus objective possible. C'est pour ça qu'on a ISATIS, qui est long, pour être nuancé, pour être pertinent, qui n'est recueilli, qui n'est validé que si vous avez au moins une masse critique de questionnaires qui sont remontés par établissement, au moins 30, sinon c'est pas représentatif. Et de toute façon, on ne peut pas y couper à la satisfaction. Oui. Donc, oui, c'est subjectif, mais en même temps, c'est dans la définition de la qualité. Quand vous demandez aux patients qu'est-ce que c'est un soin de qualité, pour eux, c'est le résultat. Bon, ça, c'est plutôt objectivable. C'est leur expérience. Ça, c'est factuel aussi objectivable. Est-ce qu'on les a informés sur ceci, sur cela? Mais c'est aussi leur satisfaction. Ça pèse quasiment autant dans les sondages qu'on a pu faire que le résultat ou l'expérience. On ne mesure pas du tout le ressenti des équipes dans la qualité? La mesure de la qualité, en tout cas dans la certification, ça repose sur un dialogue avec les équipes. Et même pour aller dans ce sens-là, vous savez que les visites de certification sont faites par des experts visiteurs de la HAS qui ne sont pas des agents de la HAS. C'est une évaluation par les pairs, donc par des professionnels qui sont soit jeunes retraités, soit qui, pour l'écrasante majorité, exercent dans des établissements publics ou privés, qui vont évaluer leurs pairs. Donc, cette évaluation repose sur un dialogue entre pairs, où justement, et j'ai fait une visite de certification juste après ma prise de fonction pour me rendre compte de la manière dont ça se passait, il y a une corde raide à tenir, c'est évaluer la pratique de ses pairs sans tout ramener à ses propres pratiques, mais les ramener au référentiel. Ouais. Dans la grande majorité des cas, j'ai vu ça, dans tous les cas, dans la visite à laquelle j'ai participé, la corde raide est tenue. Voilà. Donc, pour vous répondre, oui, ça repose là-dessus, évidemment. Oui. Comment vous les construisez, ces critères de qualité? Les critères de certification, parce que je pourrais vous parler de la construction des IQSS, les indicateurs de qualité de sécurité des soins, avec une méthodologie extrêmement complexe, mais je vais vous parler de la certification. Ils sont construits
avec vous, ils sont construits en concertation. Pas plus tard qu'en début de semaine, par exemple, vous savez qu'on prépare une nouvelle version pour notre référentiel de certification. Ben, on a clos la concertation, on a recueilli des retours de toutes les parties prenantes, dont la FHP, qu'on est en train d'exploiter. Et donc, les critères, ils sont bâtis en concertation. Ces critères, ils ont une autre caractéristique, vous le savez, mais je tiens à le souligner, parce qu'on a parlé de différentiel tarifaire, ils sont communs. Les critères sont communs. Qu'on soit public ou privé. Le guide d'évaluation, c'est le même public-privé. Le processus qui conduit aux cotations, puis à la fin, à la mention ou pas, il est commun au public et au privé. On a un comité de concertation de parties prenantes avec le public et le privé. On a l'organe décisionnaire pour l'attribution des certifications. C'est une commission de la HAS qui est composée de manière paritaire public-privé. Donc voilà, c'est le caractère commun, transversal, impartial, voilà, de l'évaluation. C'est aussi consubstantiel, je dirais, à la manière dont on bâtit les critères. Juste un mot, Jean. On souhaite que le futur référentiel ne soit pas une certification qui soit le vecteur de déploiement de politiques publiques, parce qu'on n'aura pas les moyens d'aboutir. Et j'aimerais que vous preniez l'engagement devant nous que le futur manuel ait moins de mots que l'actuel. MOTS, parce que les MAX, ça... Alors, on a déjà l'objectif qu'il n'en ait pas plus. Moins. Prenez-le. Je l'entends. Je l'entends. On s'en reparle dans 3 mois, lors du lancement du nouveau référentiel. Jean, vous avez démarré le dernier cycle de certification il y a 2 ans. Vous êtes donc à mi-parcours. Vous faites quel bilan pour le moment? On en est où? Alors, on est même un peu plus loin. On a des résultats à fin août. Donc, on approche des 3/5e, on va dire, du parcours. On a fait à peu près 1600 visites sur les 2300 en comptant des revisites qu'on doit faire. Donc, on a une vision assez précise. Alors, il y a des choses un peu plus négatives et des choses plus positives. Je commence peut-être par le négatif. Bon, on a toujours un établissement sur 7, et c'est à peu près pareil côté public au côté privé. À la FHP, si on additionne ceux qui sont non certifiés ou certifiés sous réserve, on est à 13%. Côté public, on est à 14%. Donc c'est tout à fait comparable. On a un établissement sur 7 qui est soit pas certifié, soit sous condition, c'est-à-dire de manière avec obligation de revenir en visite 1 an après pour vérifier si les choses se sont améliorées. Donc ça, c'est pas satisfaisant parce que c'est un peu stable. Et c'est une stabilité dont on ne peut pas se satisfaire. On voit aussi que sur certains critères d'évaluation, et pas des moindres, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. L'information des patients, l'analyse des pratiques en soins critiques, bon, qui n'est pas rien, les résultats sont un peu décevants. Bon. Après, il faut voir aussi le verre à moitié plein et même plus qu'à moitié plein. Un établissement sur 7 n'est pas certifié ou certifié sous condition, 6 sur 7 le sont. Et dans cela, une partie, ce qu'on appelle avec mention haute qualité des soins, 22% de manière générale, 29% dans les établissements de la FHP. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose de satisfaisant, de voir qu'il y a quand même un gros peloton qui est devant. Deuxième élément qui est positif aussi, c'est que la nouvelle certification, alors elle n'est plus très nouvelle, mais celle qu'on déploie depuis 2 ans et demi, elle se voulait beaucoup plus médicale, beaucoup plus axée sur le résultat, beaucoup plus en prise avec le terrain, et elle est bien ressentie, elle est bien accueillie. Mais il y a peut-être un troisième élément très qualitatif que j'ai du mal à mesurer, mais qui est très satisfaisant, c'est qu'il y a une tension très forte dans les établissements. Mais malgré ça, les équipes jouent le jeu de la certification. On parlait de sens tout à l'heure. Quand l'équipe d'experts visiteurs de pair, encore une fois, arrive, c'est enfin l'occasion de lever la tête du guidon, de faire un pas de côté, de regarder ses pratiques, d'avoir un œil extérieur et horizontal. Ce n'est pas un contrôle, ce n'est pas une inspection. Il en faut des contrôles et des inspections. Là, c'est une évaluation. On est là pour valoriser ce qui marche bien et pour utiliser ce qui ne marche pas bien. C'est ça la démarche qualité. On valorise ce qui marche, on utilise ce qui ne marche pas pour faire mieux. Et c'est vécu comme ça de manière très majoritaire dans les retours qu'on a des établissements, et malgré les tensions qu'on a particulièrement en ce moment dans le système de santé. Et ça, ce n'était pas forcément acquis, donc on en est particulièrement satisfait. Et est-ce que pour améliorer cette qualité, vous voyez des points, des leviers possibles d'amélioration? Alors, le premier levier, je reviens à la concertation, c'est qu'on est sur des choses très vivantes. Donc là, voilà, on va exploiter les résultats de la concertation sur le futur référentiel. C'est une manière de l'améliorer, de le mettre au goût du jour,
Voilà, de se rapprocher encore du terrain, du vécu et des objectifs de qualité par rapport à des nouvelles attentes aussi, des attentes qui bougent, une transformation de l'offre. Donc déjà, concertation avec vous. Ça dépend de vous aussi, l'amélioration de la qualité. Après, il y a un levier sur lequel on veut vraiment avancer dans les prochaines années, c'est le recueil de la parole du patient. Il y a trois optiques différentes. Il y a sa satisfaction. Ça, c'est très subjectif, en effet, mais c'est très important, je l'ai dit. Est-ce qu'il est content? Est-ce que la prise en charge l'a satisfait par rapport à ses attentes, qui peuvent être en effet très variables d'un individu à l'autre? Après, il y a la mesure de son expérience, ce qu'on appelle les PRUMS. Donc, comment le patient témoigne de manière très factuelle de son expérience de soins. Ça, on a beaucoup de choses. ISATIS, ça repose aussi sur des PRUMS. Et on a une voie qu'on veut investir, on a un programme pluriannuel là-dessus, ce qu'on appelle les PRUMS. Demander au patient d'être acteur, finalement, de son suivi et de la mesure des résultats cliniques. Je prends un exemple. Quelqu'un est opéré pour la pose d'une prothèse de hanche. Est-ce qu'il arrive à monter l'escalier après ou pas? Oui. Voilà. Ça, il est le mieux placé pour mesurer. Si ça va mieux, après, beaucoup mieux. Bon. Et après, vous pouvez demander aussi s'il a été informé et s'il est satisfait. Donc voilà, l'appréciation du résultat par le patient lui-même, il faut l'investir davantage. Il y a une effervescence dans le monde entier autour des PRUMS. On essaie d'être pionnier et d'avancer avec d'abord une enquête de pratique sur le terrain qu'on a faite en 2022 qui était passionnante. Il y a déjà beaucoup de choses, par exemple dans le suivi du cancer du sein, où il y a beaucoup d'initiatives sur le suivi, les PRUMS, des résultats par les patients eux-mêmes qui vont remonter leurs données cliniques, leurs données physiologiques, comment ils sentent leur douleur, voilà, régulièrement, et ça permet aux équipes soignantes, elles, de mieux suivre leurs patients aussi. Donc oui, ça je pense que c'est un levier très important. Il y a un troisième levier, c'est le financement. Alors, vous connaissez la position de la HAS sur IFAC, et on n'est pas très éloigné, je pense, dans la vision des choses. Pour nous, le financement à la qualité, c'est une incitation, et ça doit être quelque chose qu'on donne, qu'on module en fonction d'un résultat atteint en valeur absolue, pas en valeur relative. Il ne s'agit pas de savoir si on est dans les meilleurs ou dans les 70 premiers pourcents, juste si on a atteint un niveau de qualité satisfaisante. Donc ça, c'est un discours que la HAS porte depuis 2 ou 3 ans. On sait qu'il y a des travaux pour faire évoluer, à la suite du rapport Ricordo, pour faire évoluer ce modèle. Donc nous, on accueille favorablement cette perspective et on verra si effectivement on va plus vers une incitation à la qualité. Parce que cette exigence de qualité, elle est essentielle, mais en même temps, ça coûte aussi un établissement. Est-ce que la HAS tient compte des difficultés financières des établissements aujourd'hui? Alors, on en tient compte déjà, j'y reviens, parce que l'évaluation est faite par des pairs qui connaissent les mêmes difficultés dans leurs établissements. Donc, lorsqu'ils arrivent, et je l'ai vu, ils arrivent avec une connaissance de ce que sont les tensions du moment. Et donc, c'est une prise en compte qualitative dans la qualité du dialogue de certification. Mais c'est un premier élément de réponse. Ensuite, dans les tensions actuelles, le financement en est une dimension. Dans le secteur social et médico-social, on retrouve le même type de tension. Il y a une quête de sens. Et donc, bien amener une démarche qualité, ça permet aussi de revenir à l'essentiel. Et après, sur est-ce qu'une démarche qualité, ça coûte? Je prends juste un exemple. Les erreurs diagnostiques. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Les erreurs diagnostiques. Alors, on n'a pas de chiffre en France. Aux États-Unis, 100 milliards de dollars par an, les erreurs diagnostiques. Donc si vous travaillez sur des process qualité, qui partent de la concertation pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, voilà, vous conduisent à réduire vos erreurs diagnostiques, vous évitez des coûts. Donc la démarche qualité, je ne pense pas qu'elle soit antagoniste à la dimension efficience et coût, qui est évidemment importante pour la soutenabilité du système de santé. J'ai une question de la salle. Il n'est pas normal qu'au moment où la commission se réunit pour donner le classement de l'établissement, son représentant ou à minima le coordonnateur ne soit pas présent? Alors, l'établissement, il peut faire ses observations avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas d'automatisme, on a déjà parlé, entre les cotations et la décision. Il n'y a pas d'automatisme et la décision finale, des fois, elle peut corriger vers le haut ou vers le bas, mais elle corrige aussi, je l'ai déjà vu, vers le haut, parce qu'on regarde les cotations. On regarde, tout le monde les connaît ici, les fiches anomalies. C'est-à-dire, sur un critère impératif, je prenais l'exemple des médicaments à risque, on a constaté une anomalie. Est-ce que c'était une anomalie complètement isolée dans des process parfaitement verrouillés, ou est-ce que c'était la pointe émergée d'un iceberg? Donc la fiche anomalie, elle doit être analysée. L'établissement fait ses observations qui sont présentées devant la commission. Elles sont analysées.
Et je peux vous garantir, je siège aussi régulièrement lorsque des recours gracieux sont examinés pour contester, de manière millimétrique, point par point. Pour être franc, les services de HS affichent les extraits du recours gracieux en disant voilà, les constats des experts visiteurs, la critique de l'établissement point par point, et ce qu'il est proposé à la commission ou au collège en recours gracieux de valider ou non le recours. Donc c'est ligne à ligne. Donc la parole de l'établissement, peut-être qu'il n'est pas présent, mais il est représenté par ce qu'il a dit. Et vraiment ligne à ligne. Oui. Il y a une réflexion sur le fait que les membres de la commission jugent sur un dossier écrit, sans avoir d'explication en cas de difficulté de compréhension. Ils jugent sans connaître. Alors, il peut y avoir les explications des services qui ont chapeauté la visite. Lorsque le dossier arrive, ce n'est pas un dossier brut, c'est un dossier enrichi par les échanges que les experts visiteurs, notamment le coordinateur de la visite, a pu avoir avec les services pour éclairer. Il y a des questions de compréhension qui sont posées en effet. Il y a beaucoup d'oralité dans la commission. Mais ce n'est pas juste des cases remplies et des critères. Mais non, justement. Bien sûr, on pourrait souhaiter que, hop, vous avez une cotation, paf, vous avez votre mention. Mais des fois, justement, il y a besoin de dialogue, de contradiction, de collégialité. C'est ça, vous parliez de subjectivité tout à l'heure. On pourrait dire qu'il y a une dose de subjectivité dans l'attribution d'une mention, parce que justement, ce n'est pas automatique. Oui, il y a une dose de subjectivité, mais on la résout par la collégialité. Une collégialité, encore une fois, diverse, avec des gens qui sont des gens en établissement immergés. On parlait de sens du terrain, de contact avec le terrain. Ben, oui, il y a une discussion collégiale de gens qui savent de quoi ils parlent et qui aboutissent à une conclusion collégiale. Alors après, évidemment, elle peut insatisfaire l'établissement. Bon, c'est le jeu. Il y a des recours gracieux qui sont examinés, comme je vous ai dit, au peigne fin. Mais je crois quand même qu'un automatisme absolu n'arrangerait pas forcément les affaires des établissements. On aime bien les scorings, nous, en fait. On est assez scolaire. Juste un mot sur la certification de groupe. J'étais l'initiateur de cette certification de groupe depuis 20 ans et je m'en suis écarté. Mais très récemment. On devait... Alors c'était le 3 juin, donc une date qui était marquée dans le panorama de la profession, c'est-à-dire l'arrêt d'activité. Donc je devais avoir une certification de groupe le 3 juin, du 3 juin au 20 juin sur 15 jours, pour certifier 7 établissements. Jusqu'à maintenant, les certifications de groupe, c'était 5-6 évaluateurs qui venaient, puis qui restaient 15 jours. Là, c'était 35 qui venaient. 35 évaluateurs sur 15 jours. C'était ingérable. Alors, les choses sont bien faites. Vos services nous ont appelés en disant, bon, vu qu'il y a une grève qui s'annonce massive, on reporte la certification. Mais j'ai annulé le groupe. Et on part sur une certification par mois. C'est pas possible de bâtir une certification de groupe avec 35 évaluateurs qui viennent sur les 8 sites en même temps ou les 7 sites en même temps. Donc, où vous revenez à une certification de groupe qui soit simple, comme j'ai toujours connu par le passé, c'est-à-dire une même équipe qui va sur les différents sites et qui fait une synthèse, parce que partir sur cette évaluation indépendante, alors on avait en commun le management, l'informatique, bon je passe, mais c'était impossible à maîtriser et ingérable. Donc je ne peux plus soutenir cette certification de groupe, et vous connaissez mes propos qui sont toujours clairs. Quand je ne suis pas content, je ne suis pas content. Voilà. Et pourtant, on n'a pas parlé d'ISATIS. Non, parce que j'ai l'impression de faire comme certains de la FHF, des marronniers, et de répéter toujours la même chose. ISATIS est effectivement une abomination, mais vous me répondez qu'à 3 ou 4 millions de retours, pour vous, la statistique est bonne. Alors, on ne peut pas s'entendre. Je dis vous, c'est pas vous, évidemment. On ne peut pas s'entendre. Mais je pars du principe que lorsqu'il y a un retour dans l'établissement de l'ordre de 3, 4, 5%, c'est pas significatif. C'est pas significatif. J'ai passé, comme tout un chacun, un voyage en train, hier. J'ai reçu une demande d'évaluation de la SNCF, qui m'a pris 3 secondes, 5 dixièmes. J'ai passé, comme tout un chacun, une nuit dans un hôtel. Le lendemain, j'ai reçu un mail avec une demande d'évaluation de la qualité de la prise en charge dans cet hôtel-là. On arrive à faire des choses immédiates. Le lendemain de l'événement, nous, il faut des semaines pour que ça parte, et une complexité qui est abominable. Alors, je n'en parle plus, parce que j'ai l'impression de radoter. Ça a été dit tout de même. Et comme maintenant, à la SNCF, je suis devenu senior, je fais attention à mes propos, parce qu'au-delà de 60 ans, on peut rapidement être taxé de passéiste, de vieux et de radoteur. Mais quand même, vu que vous me cherchez, je vous dis que c'est une abomination.
Alors, il y a plusieurs points. D'abord, sur la certification de groupe, j'entends ce qui a été dit. Dans ce cas-là aussi, et ça montre qu'on est attentif aux contraintes du terrain, c'est pas qu'à cause de la grève que le planning, le service de HAS a proposé de revoir le planning. C'est parce qu'il y avait une insatisfaction exprimée par le représentant de l'établissement. Et le service est très attentif à ce type de remontée. Donc après, il y a une question un peu plus structurelle, et c'est vrai qu'avec les critères numériques aussi, le besoin, voilà, pour le siège de coordonner les différentes visites, si elles sont simultanées, a changé d'ampleur. Donc ça, c'est bien noté. On va y réfléchir. Ensuite, sur Isatis, je pense que la comparaison entre un séjour en MCO et un séjour à l'hôtel ou un voyage en train a quand même ses limites en termes de complexité et de nombre des facettes à appréhender. Alors peut-être... Ah là, je vous retiens, parce que retient le patient, c'est la qualité de la nourriture. Ah non. Ah non. Ah non, non. Ah non, non, les principales critiques, c'est sur la qualité de la nourriture, je vous assure. Et nous, on veille, on regarde ça en premier, parce que quand il y a 40% de satisfaction, on s'inquiète. Parce qu'on n'a pas envie de retomber dans des dénonciations comme on a pu connaître ailleurs. Ah non, non, je vous assure, c'est la nourriture, la qualité, l'accueil, la gentillesse, et la qualité des soins, franchement, c'est compliqué d'évaluer. Oui. Alors, comme je suis un invétéré optimiste, voilà, je vais donner quelques chiffres positifs. D'abord, alors... en effet, ça arrive un peu tard. C'est vrai qu'il faudrait raccourcir. La HS n'a pas complètement la main sur le délai d'envoi. Et j'ai aussi un message à passer à tous les établissements. La HS n'a pas non plus la main sur la qualité de l'alimentation des fichiers de l'établissement avec les adresses mail des gens qui rentrent. Il y a des établissements qui collectent 90% des adresses mail, d'autres moins de 10%. Si on avait 90% des adresses mail, on aurait peut-être plus aussi de répondants. Donc là, je crois qu'il y a des bonnes pratiques d'organisation pour le traitement des flux de mails qui pourraient être améliorés. Alors ensuite, bon, réduire le délai, j'entends. Après, il y a la longueur de la chose. Je maintiens que la comparaison avec le trajet en train que je vais faire tout à l'heure n'est pas exactement la même. Donc j'en viens à ma statistique positive, à mes deux statistiques positives. Donc l'objectif, quand Isatis avait été lancé, c'était d'avoir 25% des patients touchés par le mail, parce qu'encore une fois, récupérer les adresses mail, ça peut être une galère, et d'avoir 25% de répondants sur ces 25%. On les a. Maintenant, j'entends ça comme un challenge pour ne pas s'en satisfaire et aller au-delà. Bon. Deuxième élément, 90% des gens qui commencent à remplir terminent. Donc, si c'était la longueur qui dissuadait, il y aurait un taux d'échec, un taux de raccroché beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui n'ouvrent même pas. Alors, il y a des gens bien informés qui n'ouvrent pas parce qu'ils savent ce qu'il y a dedans, peut-être. Mais je pense que la plupart des gens ne sont pas des remplisseurs compulsifs d'Isatis, et 90% des gens qui ouvrent vont jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que je ne pense qu'on ne peut pas tout mettre sur le compte de la longueur, ce qui ne veut pas dire que dans une démarche d'amélioration continue, on ne doit pas s'interroger sur la longueur. Le taux de réponse 25% de 25%. Vous voyez qu'on ne peut pas s'entendre. Si on n'avait pas 25% d'envoi, si on avait 80% d'envoi, déjà les 25% de 80%, ça serait beaucoup plus. Donc nous, c'est vrai, et on n'hésite pas de temps en temps, peut-être de manière trop informelle, il faut qu'on industrialise ça, à conseiller les établissements sur les bonnes pratiques de recueil des adresses mail. Parce que, je dis, certains établissements ont industrialisé ça, certains même ont un prestataire juste pour ça, et ils ont des taux jusqu'à 95%. Et là, on aurait, imaginez, 95% des établissements qui envoient, ah ben là, 25% de ça, ça serait déjà une autre ampleur. Donc je pense qu'il y a un travail à faire côté établissement là-dessus, mais on peut aussi essayer de les outiller ou de les conseiller. Ensuite, il y a la longueur. J'entends, comme j'ai déjà entendu par le passé, comme j'entendrai peut-être encore à l'avenir. Et puis, après, il y a quand même le fait qu'on ne mesure pas que la satisfaction. Isatis, c'est un outil, Proms, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois l'expérience et la satisfaction. Et l'expérience, c'est quelque chose qui demande d'être très factuel. La satisfaction, je suis d'accord, on peut aller plus vite. Surtout si vous vous contentez de demander s'ils ont aimé leur plateau repas. Ça va être rapide. On le demande, et en effet, c'est un must dans les retours, effectivement. On parle de recueil de la parole de la satisfaction. Dans le médico-social, vous avez des EHPAD. C'est un défi. Il n'y a pas d'Isatis du social et du médico-social, mais on travaille beaucoup sur le recueil de la parole des usagers, dans le social et dans le médico-social. Ça peut être plus compliqué parce que ce n'est pas un hébergement en MCO, c'est le lieu de vie, et parfois le lieu de la fin de vie. Bon. Parce que vous avez beaucoup de personnes avec des troubles cognitifs, et pourtant on veut travailler dessus. Donc là, on est en train de constituer une équipe qui a commencé ses travaux sur plusieurs années à venir,
pour essayer d'avoir des outils de mesure, en tout cas de recueil de la parole, pas forcément de mesure, mais de recueil de la parole et d'exploitation de cette parole. C'est peut-être au moins aussi important quand c'est votre lieu de vie définitif de la recueillir. Est-ce que... Non, mais j'apprécie beaucoup Jean parce qu'il a beaucoup d'entrain, beaucoup d'optimisme, et puis c'est un plaisir de travailler avec vos services, avec le président aussi bien sûr, qui est terrain. Et donc ça c'est bien d'avoir un duo à la tête de la HAS qui réponde déjà, qui soit présent et qui soit toujours content de faire évoluer dans les bonnes pratiques. Voilà, je dirais c'est frais, quoi. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Merci pour ces mots. Jean Lesy. Merci de votre participation.